Un complexe et équilibre de complexation. Un complexe est un édifice polyatomique formé d'un centre métallique, qui est souvent un cation, autour duquel sont liés, ou on dit coordonnées ou coordinés, des anions ou des molécules appelées ligands possédant un ou des doublets non liants, et on l'écrit sous la forme MLN. Les ligands peuvent aussi être appelés coordinats. Les liaisons de coordination sont des liaisons covalentes où un des atomes fournit à lui tout seul le doublet liant. Les ligands peuvent être H-, donc ça sera hydruro, F-, fluoro, Cl-, chloro, Cn-, cyano, OH-, hydroxo, SO, SCN-, thiocyanato, H2, aqua, CO, carbonyle, NH3, amine avec 2 M. Des ligands peuvent être monodentes s'il y a une seule liaison par ligand, ou polydentes s'il y a plusieurs liaisons par ligand, comme par exemple le TDA ou le DTA. Le TDA. Le TDA, c'est l'éthylène triamine, éthylène diamine tétracétate, EDTA. Voilà. Et donc ici, il y a une erreur, c'est éthylène diamine tétracétate. At va signifier que le complexe est négatif. Alors par exemple, ici on a le complexe hexa-aquafer 2. Alors hexa parce qu'on a 6 ligands, aqua parce que le ligand est l'eau, fer c'est l'ion, et fer 2 parce que c'est un ion de plus positif. L'hexacyanoferrate 3. Alors, 3, normalement, un chiffre romain 2, c'est pour 2+. Comme ici, on va mettre aussi 3 pour dire qu'il est négatif. Il y a le at. Et on a hexa, parce qu'on a 6 cyano, donc 6 ligands cyano, Cn- qui vont être sur du fer. Et ici, on a tétraamine cuivre 2, puisqu'on a 4 ligands amines, NH3, qui vont être sur du cuivre. Donc en tout, il y a 2+. Ici, on n'écrit pas le moins, mais comme il y a 6 Cn- et qu'on a F3+, l'ensemble, voilà, donc on a 6- ici, 3+ ici, donc la charge est indiquée uniquement ici. Pour l'ion éthylène diamine tétracétate, donc le DTA, et pas on l'écrit souvent Y4-, puisqu'en fait on a ici, alors tout d'abord on voit que c'est un éthylène, tiens, pourquoi il n'y a pas de double liaison, diamine, et puis il y a 4 ions acétate sur les amines. On peut rapprocher l'équilibre de complexation d'un équilibre redox ou d'un équilibre acide-base, et on peut définir un couple donneur-accepteur de ligands. Alors ça va être MLN qui va être opposé à M, donc M est l'accepteur, MLN est le donneur, et il peut donner N ligands. On va définir un KD et un PKD, le KD étant une constante de dissociation liée à cette réaction, où on part du complexe avec ses N ligands et on dissocie le tout. Donc ça se rapproche à un couple donneur de protons, un couple acide-base, où on a ici la forme acide, la forme basique, A-, et on aurait AH qui donne A- plus H+. On définirait un Ka et un pKa. KD est une constante de dissociation globale, et on peut aussi, on va souvent utiliser son inverse qui est bêta, qui est 1 sur KD, qui est la constante de formation globale.
puisque c'est la réaction inverse. Si on a les formations, donc on va définir les bêta progressifs, donc bêta 1, bêta 2, bêta 3. Quand on part du centre métallique et qu'on associe le premier ligand, on a Ml, ça va être, on va définir bêta 1 qui est 1 sur KD1. Si à partir de Ml on rajoute un deuxième ligand, eh bien on va obtenir le bêta 2, 1 sur K2, et ainsi de suite jusqu'à avoir la somme des bêtas. Et le produit de tous les bêtas, I, eh bien, ça va faire la constante bêta, qui est la constante globale, qui est l'inverse de KD, la constante de dissociation. On va pouvoir, comme ceci, avoir des PKD, de constante de dissociation, et on va pouvoir déterminer différents domaines de prédominance en déterminant une concentration en fonction de la concentration en ligand, et on va pouvoir classer tout ça selon un PL, sachant que PL égale moins log de la concentration en L, donc concentration en L égale 10 moins PL. Quand on est inférieur au PKD1, constante de dissociation, donc on part du ligand qui est le donneur, et puis qui est complet, et puis on a progressivement, on a de moins en moins de ligands jusqu'à avoir ici la forme de l'acceptateur, qui rappelle un peu un triacide, voilà ce qu'on avait sur les courbes de diagramme de prédominance pour les triacides. On définit les diagrammes de prédominance comme pour les pKa. Et il y a complexation successive, donc soit ça va se faire en entier, soit ça va se faire de manière bien séparée, à condition qu'on ait un intervalle entre les PKD qui soit supérieur à 2. On prenait 4 pour les acidités. On peut définir une échelle de PKD. Un PKD est élevé, ça veut dire que la constante de dissociation est faible, ça veut dire que le complexe est stable. Alors par exemple, si on met en présence Fe3+, et CaY2-, on peut voir qu'on a un couple donneur-acceptateur, donc on est ici avec l'éthylène diamine, le DTA. Et puis cet DTA est ici complexé avec du calcium, et puis on mettrait des ions fer. L'ion fer 3 va se retrouver aussi avec en complexe en faisant le complexe FeY-, et le PKD vaut ici 25,5. On a ici un PKD de 10,8 pour le complexe du calcium. Eh bien, on voit qu'avec la règle du gamma, comme toujours, on a ici le plus donneur, ici le plus acceptateur. Et donc on va avoir ça plus ça, qui va donner ça plus ça, et la constante de formation va être la constante pour laquelle il y a, pour laquelle on donne celle-ci. Donc oui, ça c'est la réaction totale qu'on va avoir. Et on voit qu'on trouve ici le FeY, il est en constante de formation. Donc on va avoir ici le K qui va se calculer en faisant 10 moins 10,8 sur 10 exposant moins 25,5, c'est 10 exposant 14,7 qui est très grand devant 1, c'est une réaction totale. Quand on est dans ce sens-là, on sait qu'on est dans le sens de la réaction totale, et qu'on aura donc ici le PKD qui est le plus petit. Oui, alors si on... Alors on a ici le cas de la réaction qui est 10 exposant moins 10,8. C'est celui-ci qu'on va mettre en haut et l'autre qu'on va mettre en bas, parce qu'effectivement c'est une constante de dissociation, et on voit ici que celui qui se dissocie, c'est bien le CaY2- qui donne le Ca2+,
On va avoir la réaction de dissociation et à l'inverse la réaction d'acceptation. Donc c'est pour ça qu'on met les choses dans ce sens-là. Si on fait aussi un diagramme de prédominance, on peut voir qu'il n'y a pas de domaine commun entre l'ion Fe3+ et le CaY2-, ce qui veut dire qu'on s'attend à une réaction totale. Il peut y avoir, on a eu ici échange de ligands, mais il peut aussi y avoir échange de centres métalliques. Dans ce cas, on va aussi mettre tout ça sur une échelle de PKD et on va chercher les PKD de Y4 avec CaY par exemple et de HO- avec CaOH. Donc c'est ici le calcium qui est notre élément commun. Et on va voir qu'on va avoir une réaction totale dans ce sens-là, surtout que la différence des PKD vaut 9,5, donc le K fait 10 exposant 9,5, ça va faire une réaction totale. On va avoir une réaction totale dans le sens Y4- plus CaOH plus qui donne OH- plus CaY. Autrement dit, le calcium va se complexer sur le Y-, car il est plus stable comme ceci, car dans ce cas-là, la constante de dissociation est beaucoup plus élevée. Alors pour un équilibre d'une complexation, on utilise la méthode de la réaction prépondérante. Alors soit on a simplement un équilibre de contrôle quand on a une espèce qui est mise en solution, donc M égale ML qui est égal à M plus L, c'est 0, c'est 0 moins X. Alors si 1 sur bêta, la constante de dissociation qui vaut X2 sur C0 moins X, si le complexe est peu dissocié, on peut faire l'hypothèse d'un complexe peu dissocié, et dans ce cas-là, C0 moins X vaut 0, X égale racine de KdC0, comme pour les acides, et on vérifie quand même notre hypothèse, il faut que le PL soit inférieur à PKD moins 1. Deuxième cas, si on met un complexe amphotère Ml qui est mis en solution, exactement comme pour les acides, on va pouvoir avoir ce Ml qui va former le M plus Ml2, mais ça sera ici un équilibre de contrôle parce que c'est pas du tout la réaction prépondérante et on peut calculer le K en faisant puisqu'ici, enfin en faisant le rapport des dissociations, donc le ML qui donne M, ça c'est celui qui se dissocie, donc ça va être le PKD1 sur le PKD2, comme on a ici, et on peut faire des calculs, pareil, on peut négliger, vérifier après avoir négligé que la dissociation, enfin que cette dissociation est faible. Troisième cas, on mélange M1L avec M2. Donc on a deux centres, on a un ligand et deux centres métalliques différents. Et bien dans ce cas-là, on va tracer sur un axe, on va voir quelles sont les espèces chimiques qui sont présentes. On va écrire cette espèce, donc ici si on a M1L avec M2, ça va être juste un équilibre de contrôle parce qu'on n'est pas dans le sens de la réaction. Donc on peut écrire les concentrations, l'avancement, écrire que donc KD c'est le rapport des KD1 sur KD2 et arriver comme ça à une expression de X qui va nous donner la concentration en l'un et en l'autre. Et enfin, un mélange équimolaire de M et de L, de métal et de ligand. Alors quel complexe est formé? Est-ce qu'on a Ml, Ml2, Ml3? Dans ce cas-là, on prend l'exemple ici de Ag. On prend l'exemple de Ag. Donc la constante de formation la plus élevée, oui, alors Ag. Si on met Ag+, et puis qu'on met un mélange équimolaire de M et du ligand, donc on a Ag qui va réagir avec le ligand pour donner AgL. Ça va être lui le plus stable parce qu'il a la constante de formation la plus élevée. Puisque alors, constante de dissociation 7,4.
Donc ça veut dire que la constante de dissociation, le PKD vaut 7,4. Ça veut dire que la constante de dissociation vaut KD égale 10 exposant moins 7,4. Donc ça veut dire que la constante de formation, c'est K égale 10 exposant 7,4. C'est lui qui a le K le plus élevé. Donc ça va être la réaction prépondérante quantitative. Et donc on calcule la formation avec... on va déterminer que c'est lui qui se forme de manière principale et qu'on a quasiment que lui. Mais une fois qu'on n'a que lui, eh bien, on va avoir un équilibre de contrôle avec les autres, notamment par exemple avec AGL2 ou AGL3. Alors si on fait l'équilibre, on fait l'équilibre de contrôle avec le ligand amphotère, puisque on a à ce moment-là on aura des AGL, des AGL2 et des AGL. Non, le AGL qui va être formé peut-être maintenant la forme amphotère, le ligand amphotère qui va former par séparation Ag+ et AGL2. Donc, j'écris la réaction 2AGL-, Ag plus AGL2 égale C0, C0, etc. La constante ici, ça sera 10 exposants, alors moins 5,4 pour celui-ci, plus 7,4 pour celle-ci, et on a une constante qui est plus petite que 1, puisque c'est un équilibre de contrôle, et on peut comme ça arriver à la concentration en AGL2. On pourrait même réitérer l'opération, puisqu'on a la constante de celle-ci, on pourrait dire que c'est l'amphotère de ces deux-là, et refaire les calculs, et en quelques itérations, on arrive au résultat final. Donc un complexe peut avoir des propriétés acides et des propriétés basiques, parce qu'il capte des HO- dans l'eau. Exemple, Fe3+, réagit dans l'eau pour former le complexe FeOH2 de plus H3O+, donc le H3O+ formé étant après responsable du caractère acide de la solution. Et donc Fe3+, FeOH2 de plus est un couple acide-base de pKa 3,7. Certains ligands ont un rôle basique, ils captent H+. Oui, donc certains ligands peuvent avoir exactement le rôle inverse de celui qu'on vient de voir ici, qui est le plus courant. Donc un ligand pourrait se dissocier. Le ligand qui capte H2O pour donner LH+, plus HO-, donc il capte H+, c'est celui qu'on vient de voir ici. Donc ici on a une constante de dissociation, et ici on a une constante de basicité. Donc Ml plus H2O, c'est M plus LH+, plus HO-. Je rajoute un H+ partout, en milieu acide, et j'arrive à Ml plus H+, qui donne M plus LH+. C'est un équilibre entre l'affinité du ligand pour son métal ou pour l'acide LH+, pour le proton. L'acidité d'un acide faible, HL, est augmentée par ajout de M+, susceptible de complexer L-. Si je rajoute M, si je rajoute du M, l'équilibre va se faire dans le sens de la complexation du M, de la complexation du L par le M, et donc ça va libérer des H+. HL plus H2O égale H3O+, plus L-, donc ça c'est l'équilibre basique. On a l'acide faible ici, donc voilà, donc l'acide est dissocié par complexation. Donc on avait au début ici l'acide, on rajoute le M+ susceptible de complexer L, on complexe L, et on a libération
de libération de H3O+, et donc on augmente l'acidité de l'acide faible HL. L'acide est dissocié par complexation, il se dissocierait moins s'il n'était pas complexé. Un titrage complexométrique peut être utilisé par exemple pour mesurer la concentration en CA2+ par l'EDTA, l'éthylène diamine tétracétate. On va tracer en fonction du volume versé le logarithme de la concentration en Y4-. Ça peut se faire par mesure de potentiométrie, puisque le Y4- est un ion chargé. Au fur et à mesure de sa complexation, il va être rendu neutre et donc moins conducteur. Il y a une différence de potentiel entre l'électrode de référence et le métal M du métal engagé dans le complexe. Donc là, oui, tout d'abord par conductimétrie, comme je l'avais dit, ensuite par potentiométrie, et enfin par colorimétrie, avec un indicateur coloré qui est moins stable. En fait, le DTA réagit avec le Ca+ d'abord, donc il est complexé, ça fait une couleur, et ensuite on rajoute voilà. Donc quand on verse le DTA dedans, ça forme une certaine couleur. Mais ensuite, quand on n'a plus de Ca2+, eh bien, il va commencer à se complexer avec l'indicateur coloré, avec un indicateur qu'on a mis dedans, et il va commencer à faire une autre couleur. Et c'est comme ça qu'on repérera l'équivalence.